Mais je vais tout vous expliquer, tout va aller bien. Donc, avant de commencer directement sur c'est quoi une méthode, comment on fait, qu'est-ce qu'on utilise, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la question de la variation, dont on parle depuis bientôt 3 jours. Hein. On sait que les langues sont sujettes à variation. On parlait hier de la variation en italien, et grâce à Michele Castellarin et Vital Petrisques, on a l'ALICO, donc l'atlas de l'italien parlé au quotidien, qui était sauf erreur un site qui est maintenant, je crois qu'il est en réflexion, mais sur lequel on pouvait voir, si vous voulez, la variation en italien. Donc on choisit un lexème de base, un type lexical, on va dire, et ensuite on peut cocher lesquels on peut voir, lesquels on peut pas voir. Donc voilà. Ça, c'est. Je voulais vous montrer des cartes aussi donc, de variation. Donc, ça, c'est de la variation en italien, comme ils ont appelé quotidien. On a aussi de la variation en allemand, ça je dis pour nos amis germanophones ici. On a une variation on peut observer la variation à l'international. Donc, ici, on voit qu'on a, disons, un grand type couvrant dans le territoire allemand, mais on a un type totalement différent dans la Suisse germanophone et un autre type couvrant dans la partie autrichienne. Donc on peut avoir une variation linguistique au niveau international, mais aussi au niveau national. Donc on voit ici, en Suisse, on a des grands types, si vous voulez. Donc ça c'est... Alors, j'ai oublié de vous dire, celle-là c'est la carte pour comment est-ce qu'on dit une trousse. Donc quand on apprend l'allemand en Suisse romande, on appelle ça une Federmap, une Federmappen, un truc comme ça. Donc ça c'est la variation pour la trousse. Et ça c'est la variation pour le beefsteak. Comment est-ce qu'on dénomme? C'est quoi la dénomination du beefsteak? Donc on voit qu'il peut y avoir sur l'ensemble d'un territoire beaucoup de variations. Donc au niveau linguistique, je viens vous montrer une variation internationale, une variation nationale. On peut aussi avoir une variation qui est lexicale. Alors j'ai fait exprès de prendre la carte de la cruche. Hein. Ici on est dans du français parce que hier à midi on s'est un petit peu interrogé comment vous dites cruche et d'où est-ce que vous venez. Alors bon, il me semble, je ne sais plus qui disait brodo, qui l'écrit des fois avec broc d'eau. Enfin bref, on peut avoir donc, de la variation lexicale, mais aussi au niveau de la prononciation, donc phonologique, phonétique. Est-ce que vous faites encore la différence entre aimer et aimer ou pas? Et on voit que voilà, plutôt dans le sud, on ne le fait plus, alors que tout ce qui est de la Suisse, c'est encore hyper vivant. En Belgique, c'est hyper vivant. Et puis tout ce qui est ici de la tête, c'est encore méga vivant aussi. Donc en gros, ça, c'est, si vous voulez, la question de la variation. Et moi, dans ma thèse à moi, je m'intéresse surtout à la variation en français régional de Suisse romande. Avec la question que je me pose, c'est qu'est-ce que c'est les marques qui sont laissées par c'est quoi les traces de patois qu'on retrouve en français régional de Suisse romande? Et mon petit aficionado, c'est le Valais, comme on va le voir avec cette carte ici. Donc, quand on demande à des locuteurs comment est-ce que vous appelez cette neige mouillée toute flop-flop, et qu'on demande disons, à la Suisse romande, si on leur dit est-ce qu'on dit Patchak, majorité de la Suisse romande ne le dit pas, sauf le Valais. Ça, c'est un des intérêts, c'est de voir le français régional, le documenter donc, le français suisse romande et le français régional spécifiquement du Valais. On voit qu'il y a une particularité dans ce contour-là. Mais je m'intéresse aussi à donc, ce que je voulais dire, c'est que Patchak, l'origine de Patchak, elle est directement issue du patois, hein. Mais il y a aussi des autres choses, si vous voulez, dans le français régional, c'est des innovations. Alors quand on demande à des locuteurs comment est-ce que vous appelez ça, en Suisse romande, le type couvrant, c'est raclette. Majeure partie des gens en Suisse romande appellent ça une raclette, mais on voit bien qu'ici au fond, en noir, donc en Valais, on appelle ça autrement. Et comment on l'appelle? On appelle ça une raclonnette. Donc, raclonnette, étant locutrice de patois, je peux vous assurer que ça ne découle pas du patois. Hein. C'est vraiment une innovation lexicale en français régional pour, si vous voulez, expliquer, dénominer cet objet-là et ce repas-là. Donc, voilà, donc on parle de variation jusqu'à maintenant. Moi, je vous dis que je m'intéresse à la variation en français régional de Suisse romande, spécificité sur le Valais, mais je m'intéresse aussi à la variation dans les dialectes valaisans. Et je m'intéresse à la question de savoir, c'est quoi en Valais les dialectes
comment est-ce qu'ils se francisent, lesquels sont plus francisés, lesquels le sont moins. Et ça, c'est l'étude qu'on avait présentée l'année dernière avec Mathieu sur l'article, le cas sujet et l'utilisation ou non du cas sujet cas régime pour l'article défini en patois du Valais. Alors là, je vous promets qu'on pourrait refaire une conférence sur cas sujet cas régime, mais on n'a pas trop le temps. Mais là, je vous montre juste une carte qui a été faite par Andrés Christol sur la variation justement de l'article défini, qui nous montre une isoglosse qui dit que ben voilà, tous les patois valaisans qui sont dans la partie, disons, plus centrale, qu'on appelle le Valais épiscopal, ils font encore cette différence entre cas sujet et cas régime. Si vous voulez, on peut en reparler plus tard de cas sujet et cas régime, mais donc tous les patois qui sont, disons, dans la partie épiscopale du Valais font cette différence, donc moins francisée, alors que tous ceux qui sont dans la partie savoyarde, qui a été donc occupée par la Savoie, ne la font plus. Voilà un peu un autre exemple d'étude de la variation. Alors là, c'était donc justement un résultat que je vous ai présenté à l'année passée, je vais passer un peu vite dessus. Donc en gros, finalement, ce que je viens de vous montrer, c'est un peu le joyau de la recherche, c'est les résultats, c'est ce qui documente vraiment la langue. Mais maintenant, ensemble, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière sur les résultats pour regarder c'est comment qu'on a ces résultats. Et comme je vous ai dit, on va parler de ma thèse, et puis je vais vous montrer deux méthodes que j'utilise dans ma thèse pour justement arriver à des résultats comme cela, et pour comprendre un peu, si vous voulez, pourquoi ça peut être important de bien s'interroger avant sur la méthode pour avoir les résultats qu'on veut. Donc, méthodologie, je vais vous présenter deux types d'enquêtes. Il y a l'enquête en face à face, l'enquête de terrain, on va dire ça comme ça, qui peut se faire par des annotations à la main ou par des enregistrements. Comme ici à Bâle, il y a quelques mois en arrière, on était avec un super locuteur de Patton Bâle, c'était super. Donc là, on a, si vous voulez, un peu couplé les deux méthodes ici de l'enquête de terrain avec des prises de notes à la main. Et puis ici, vous les voyez en noir des enregistrements. Mais bref. Donc il y a deux méthodes d'enquête, l'enquête de terrain et l'enquête participative qui se fait principalement en ligne. Si on s'intéresse à l'enquête de terrain, quand on fait une enquête de terrain, il est hyper important de bien préparer son enquête, de faire pas mal de travail en amont. Et quand on parle de travail en amont, ça veut dire on s'intéresse à quel phénomène je veux regarder. On ne peut pas arriver et se dire, enfin, quand on fait de la dialectologie pure et dure, voilà, parce que évidemment qu'en anthropologie ça se passe autrement, mais quand on fait de la dialectologie pure et dure, on ne peut pas arriver et se dire bon bah on leur pose des questions et peut-être qu'on arrive à avoir une réponse. Non, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut étudier, se documenter sur qu'est-ce qu'on veut étudier pour pouvoir ensuite faire un questionnaire. Donc quand on prépare l'enquête, il faut se dire bon bah j'étudie quoi. Ensuite je me dis combien de temps est-ce que je veux que mon enquête elle dure. Parce que si l'enquête avec quelqu'un en face à face elle dure 3 heures, on s'entend bien que le pauvre locuteur à la fin il est lessivé et puis il répond plus juste et puis ça peut un petit peu fausser les données. On se pose aussi la question de je vais où? Est-ce que je vais dans un endroit de montagne? C'est quoi par exemple si je me rendais à Ust, je me renseignerais sur quoi? Bon bah c'est quoi le genre, c'est quoi disons, où est-ce que je me situe, dans quel pays déjà, dans quelle région, c'est une région montagneuse, c'est quoi les montagnes qu'il y a par là autour, est-ce que c'est quoi le mode de vie des gens, est-ce qu'ils sont tous dans l'agriculture ou c'est hyper urbanisé, est-ce que les gens qui sont là, ils ont plusieurs langues qui sont en contact, je prends le cas de Aoste, est-ce qu'ils parlent, ils parlent français, ils parlent italien, ils parlent en patois, et puis c'est quoi leur relation, enfin, il faut quand même bien préparer, faut bien se préparer à où est-ce qu'on va. Et on se demande aussi, finalement je vais interroger qui, parce qu'il y a forcément des gens qui sont plus faciles à interroger parce que peut-être un peu plus ouverts. Je pense qu'entre vous tous, on aurait tous des très bons locuteurs et des très, très bons témoins. Mais je pense que vous avez tous en tête l'image de quelqu'un d'un peu plus sauvage que si vous lui dites « t'es d'accord de faire une enquête ?» il va te dire « non ». Donc il faut savoir avec qui je vais discuter, qui est-ce que j'ai envie de rencontrer. Et aussi, voilà, c'est ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la culture, se renseigner sur le terrain.
pour pouvoir ensuite réaliser un questionnaire. Donc quand j'ai toutes ces informations, qui est-ce que je vais rencontrer, où est-ce que je vais, combien de temps je veux que ça dure, je peux commencer à faire mon questionnaire. C'est-à-dire, si je veux faire une tâche de traduction comme on va voir maintenant, je mets quoi comme exemple que les gens doivent traduire? Il faut que ça soit réalisable. Donc ça veut dire, donc si je reprends pour le général, on a préparé notre enquête, on a fait notre questionnaire, maintenant on passe au déroulement de l'enquête. Qu'est-ce que je fais pendant le déroulement de l'enquête? Ben, je vais m'intéresser de nouveau à la question des locuteurs, mais je prends des locuteurs, ouais, des bons locuteurs, mais je prends quelle fourchette d'âge? Est-ce que je prends des plus jeunes? Est-ce que je prends des plus vieux? Est-ce que je m'en fous et je prends tout le monde? Je prends que des femmes? Je prends que des hommes? Je prends tout le monde aussi? Et j'en fais combien par point? J'en fais 2, j'en fais 10. C'est quoi le type d'enquête que je veux faire? Quantitatif ou qualitatif? Et, enfin bon, quantitatif en enquête de terrain c'est un peu moyen, mais je veux dire, est-ce que j'en prends 2 par point ou est-ce que j'en prends 10 par point? Et je prends quoi comme type de locuteur? Je prends des gens qui sont natifs de la langue que je veux interroger, ou est-ce que je prends tout le monde? Les apprenants, les réactivés, ceux qui ont quelques petites notions. Ça fait partie du déroulement de l'enquête. C'est quand on est sur le terrain, des fois, à un moment donné, on est un peu bloqué. On se dit, ah ben je voulais l'appeler lui, le type il tombe malade, bon ben je fais quoi? Je vais chercher quelqu'un d'autre, je vais toquer aux portes, je me rends par exemple, quand on a été en voyage d'études avec Mathieu et Félix, on s'est rendu dans un village où on connaissait personne, on a essayé d'interroger les gens. Puis bon, bah, il y avait plein de ces critères-là qu'on a dû un peu passer à la poubelle, mais pour y aller, et puis pour trouver des témoins, puis faire notre enquête. Donc, déroulement de l'enquête, c'est, je prends quoi aussi comme locuteur? Et il faut aussi que je m'intéresse pendant le déroulement de l'enquête à combien je laisse le chercheur intervenir. Et surtout aussi, et ce que je vais vous montrer après, dans quelle langue. Parce que si je laisse le chercheur intervenir beaucoup pendant l'entretien, ça peut peut-être le biaiser ou pas. Ça dépend toujours de ce qu'on recherche. Est-ce que je le laisse intervenir ou pas? Est-ce que j'essaye d'aider le locuteur quand il est coincé ou pas? Et puis quand je vous parlais de la question de la langue, c'est si vous faites une étude sur le patois, est-ce que c'est une bonne idée que vous-même vous parliez en patois? Est-ce que ça n'influence pas l'autre personne? Ou est-ce que je le fais en français, puis du coup ça fait que le locuteur il va revenir sur le français? C'est toutes des questions qu'il faut se poser aussi en amont, ou alors même pendant, hein, parce que évidemment qu'il y a plein de réajustements qui doivent être faits pendant l'enquête, hein, parce qu'on n'a pas toujours pensé à tout, quoi. Mais du coup, et puis comment est-ce que je retranscris les données à la fin? Quand on est sur une enquête de terrain, est-ce que je choisis d'essayer de faire une graphie de Gilieron par Félix, ou est-ce que je décide de tout enregistrer, ou est-ce que je fais les deux? Alors pour répondre à cette question, enfin pour vous donner un exemple d'enquête de face à face, enfin enquête de terrain, je vous explique comment est-ce qu'on a développé ça dans ma thèse. Donc on a parlé l'année dernière du maintien des cas sujets cas régime en patois, et je vais vous expliquer un peu comment on a travaillé. Alors on s'est dit qu'on allait aller dans le maximum de bleds possible en Valais, dans lesquels il y a encore des locuteurs. Et on a décidé de faire au moins 10 locuteurs par point. Donc évidemment que si je reprenais le réseau à Laval, que vous voyez mal ici, mais qui est quand même là, qui a vraiment une pétée de points, lui il prenait 2 locuteurs par point. Nous, comme on en prend 10, on va avoir un réseau de points qui est beaucoup plus petit. Donc dans ma thèse, on a décidé de prendre 10 locuteurs par point. Et pour l'instant, vous voyez, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, et puis il m'en manque 6 bleds. On a fait 6 bleds. Donc on a une soixantaine de locuteurs. En ce qui concerne la tâche, on a un PowerPoint d'images. Alors je vous ai mis le QR code si vous voulez une fois parcourir ce PowerPoint d'images, mais dans lequel on dit aux gens, ben voilà, on vous montre la photo, et maintenant vous me dites en français et en patois qu'est-ce que vous voyez. Alors il y a de la variation aussi dans poire et caillon. Ici c'est comment le cochon? Il y a le caillon, le poire et le gadon. Ah ben voilà. Donc ça c'est la première tâche de l'image, la première tâche de l'enquête, c'est un PowerPoint d'image, vous pouvez faire la dénomination. Deuxième tâche, c'est une série de 47 phrases à traduire. Je vous ai aussi mis le QR code. Alors, souvent les gens ont peur de faire la tâche de traduction parce qu'ils ont peur qu'on leur demande des phrases impossibles à traduire. Mais si vous scannez le QR, vous verrez que c'est des phrases faciles comme tout le monde a une branche, le crayon que j'ai dans la main n'écrit plus, ou je sais pas, l'œuf est pourri, il ne faut pas le manger, ou l'œuf est pourri, des fois on se contente de ça.
Donc ça, c'est dans la tâche. Et finalement, en ce qui concerne la méthode de recueil des données, on s'est basé sur enregistrement plus note et on a décidé que le chercheur intervenait uniquement en français parce que ça a été démontré que pendant une enquête, si tu parles toi-même ton patois, ça peut influencer l'autre. Donc nous, on s'est limité à très peu d'interventions et puis uniquement en français. Et on a réussi à tenir une enquête qui dure environ 1 heure max. J'ai dans ma thèse une deuxième partie d'enquête de face-à-face, cette fois pour documenter l'étude le français régional du Valais. Là, on a un réseau de points qui est un peu plus grand. Alors, désolé pour la carte, ça se voit un peu comme la merde, mais bon, c'est comme ça. J'ai 13 points et je prends par localité, je prends 4 locuteurs. 2 qui sont en dessous de 30 et 2 qui sont au-dessus de 65. Donc on prend 4 locuteurs par point. On refait le même PowerPoint d'image, cette fois-ci pas pour le patois mais pour le français régional. Et on fait un bloc, on pose des questions. Je vous ai aussi mis le QR code ici. Je leur dis, est-ce que vous dites je monte à Neuchâtel? Oui, non. Est-ce que vous dites je descends à Neuchâtel? Oui, non. Est-ce que vous dites je monte en haut au grenier? Oui, non. Et c'est plus ou moins comme ça pendant une durée ici de 1h30 maximum. De nouveau, on est sur la même enquête, même pratique, donc on enregistre et puis on note à côté aussi le reste. Donc ça, si vous voulez, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est regarder comment est-ce qu'on prépare notre enquête de terrain, notre enquête en face à face, pour arriver à des résultats que je n'ai pas encore fait parce que je n'ai pas fini mes enquêtes, hein, mais vous verrez à la fin pourquoi je n'ai pas fini mes enquêtes. Mais donc, comment j'ai bien préparé mon terrain pour pouvoir y aller, quoi. Deuxième méthode que j'aimerais vous présenter, c'est celle de l'enquête participative en ligne. Et là, alors, pour la préparation, on se retrouve un peu sur la même chose. On regarde quel phénomène je veux prendre, je regarde combien de temps maximum il faut que je fasse pour pas que les internautes ils se cassent. Donc, un qui clique et qui trouve que c'est trop long. Mais j'ai pas trop besoin de m'intéresser du terrain, parce que le but, c'est de toucher le maximum de gens possible. Mais par contre, je dois m'interroger sur la plateforme que je vais utiliser. J'ai pas besoin de m'interroger quel locuteur je vais traiter parce que je veux tout le monde, mais je dois m'intéresser à quel public je vais toucher, donc sur quelle plateforme je vais devoir la distribuer. J'ai pas trop besoin de m'intéresser non plus à la culture des gens, mais je dois m'interroger au format des questions, pour que ça puisse justement rester interactif, pour pas que les gens y décliquent, quoi. Et voilà justement comment rendre ma recherche attrayante. Le déroulement de l'enquête, il est bien plus simple. Je le distribue sur les canaux que j'ai choisis avant, et après, j'attends. Donc ça, c'est pas mal. Dans ma thèse, j'ai fait comme ça, donc j'ai recherché des lexèmes de français régional. J'ai été, par exemple, dans le livre des valaisanneries de Schaeffer, et j'ai fait un tableau Excel, j'ai un document Excel un peu bancal, mais qui m'a permis de faire une bonne étude de crowdsourcing, dans lequel j'ai choisi des termes qui ont été qualifiés comme le français régional du Valais. Et j'ai été sur la plateforme Caltrix, et puis j'ai décidé une plateforme. Je suis partie sur Caltrix parce que l'université de Neuchâtel est bien gentille et paye l'abonnement Caltrix. Et puis, dans mon échantillon, je me suis dit, je veux qui? Je veux les gens de Suisse romande. Et puis, au niveau des formats des questions, je me suis dit, je pars sur le format classique. Je propose un concept et je laisse la possibilité aux gens de choisir celui qui correspond le mieux à leur usage, toujours en leur laissant la possibilité d'ajouter le leur au cas où moi j'aurais oublié le mien. Enfin, j'aurais oublié le leur. Et je leur propose aussi une matrice, un peu comme l'enquête de français régional de terrain. Je leur donne un concept ici roubaté, avec une courte définition, tomber et rouler, et eux ils cochent, oui j'utilise, moi j'utilise pas. Donc finalement, ces deux méthodes, elles sont bien. Chaque méthode a ses avantages et ses désavantages. Et c'est là l'intérêt en fait d'utiliser les deux dans ma recherche à moi, c'est que finalement elles peuvent se compléter. C'est-à-dire que mon enquête participative, comme je vous ai dit, on la distribue sur Internet, et finalement en 9 mois, je me retrouve avec 3600 réponses. Alors que pour mon enquête de terrain, que je ne peux pas vous montrer les résultats, j'ai 61 enquêtes, et ça fait plus d'un an que je suis dessus. Donc finalement, on se dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas que des enquêtes participatives?
c'est top les enquêtes participatives. On peut faire des études quantitatives, donc qui représentent bien, si vous voulez, l'utilisation de la langue. Et en plus, il n'y a pas trop de paradoxe d'observateur, parce qu'il n'y a pas de micro. Tu es toi-même devant ton attel, devant ton ordi, à l'heure que tu veux, à l'endroit que tu veux, en train de faire ce que tu veux. Sauf que ça pose quand même pas mal de problèmes, c'est que l'enquête participative, elle ne te permet pas de contrôler les participants. C'est-à-dire que tu peux avoir pas mal de trolls. Il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ah bah tiens, on va répondre n'importe comment, je mets oui, puis ciao ». Ça, les trolls, ça n'existe pas dans l'enquête de terrain. Parce que c'est toi qui les choisis. mais tu peux aussi dire, parce que des fois c'est souvent la question qu'on pose, c'est ouais mais quand vous faites du crowdsourcing, comment tu sais que la personne elle répond honnêtement, qu'elle ne dit pas juste ça pour dire ah mais moi je suis valaisanne alors je sais qu'on devrait cliquer comme ça. Non c'est pas. Mais ça fait partie du jeu. Mais donc si ici on a quand même beaucoup de réponses en très peu de temps, ici on a des données qui sont beaucoup plus qualitatives. Et en plus de ça, ce qui est intéressant avec l'enquête de terrain, c'est qu'elle permet une meilleure documentation. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon crowdsourcing et que j'ai posé la question aux gens, comment est-ce que vous utilisez le mot bacon pour dire l'art, bah, la réponse à ma question, elle était assez vite balayée par le fait que tout le monde disait oui. Et j'étais un peu interloquée parce que, de mon expérience personnelle, je savais que bacon pour dire l'art, ça suffisait majoritairement au Valais. Et j'ai compris après coup que les gens disent bacon. Donc, au niveau, si vous voulez, de la quantité, de la rapidité, le crowdsourcing et de la représentativité, le crowdsourcing il est top, mais l'enquête de terrain, elle est nécessaire pour avoir des données de qualité, pour avoir une bonne documentation des données, mais aussi pour pouvoir contrôler tes participants. C'est ce que je disais avant, quand on décide du choix des locuteurs, est-ce que je décide de travailler qu'avec des natifs? Ce serait impossible, évidemment que ce serait impossible de... Enfin, comment dire? C'est pas que c'est impossible, mais quand on fait l'enquête de terrain, on se rend très vite compte si le locuteur qu'on a en face de nous, c'est un bon locuteur, ou si c'est un mauvais locuteur, enfin, pas un bon témoin ou un mauvais témoin, parce que souvent, il y a on peut avoir en enquête de terrain quelques petits trolls, on va dire ça comme ça, hein, mais des gens qui n'ont pas très envie de répondre, qui sont un peu nonchalants. Et ça, du coup, c'est vite évincé dans ton corpus, dans ton échantillon. Alors que dans l'enquête de crowdsourcing, c'est un peu compliqué. Donc finalement, ce que je voulais dire, et je vais conclure là-dessus, comme ça on ne perd pas trop de temps, c'est que c'est hyper bien, c'est hyper important d'avoir un crowdsourcing pour une enquête sur la variation en Suisse romande, parce que justement, je peux avoir une bonne représentativité du bassin de population et de l'utilisation de la variation de la langue, mais c'est aussi important de compléter ça par une étude sur le terrain pour avoir, disons, les vraies réponses des gens. Alors maintenant ah oui, bah voilà, bacon et puis c'est tout. Donc voilà. J'espère que vous avez Je voulais, avant de vous céder la parole, si vous avez des questions, enfin, c'est pas que avant de vous céder la parole, j'aurais aimé savoir qu'on échange un peu autour de... C'est quoi, pour vous qui êtes pas en linguistique, dialectologie, ou dans lequel on fait traduire des phrases, qui est plus du côté anthropologique, c'est la préparation du terrain, c'est aussi quelque chose... la préparation d'enquête, c'est aussi quelque chose qui est... Parce que moi, pour moi, tu vois, dans ma tête, un anthropologue, il arrive, va sur le terrain et il dit « Bon, salut, tu veux parler avec moi ?» Vous, ça se passe comment, en fait? C'était ça ma question. Vous arrivez... Enfin, comment ça se passe, en fait, une enquête d'anthropologie? La même chose. Ah ouais? Ouais? Nous préparons l'enquête presque comme tu l'as préparée. Ok. Et puis, moi, j'avais aussi une question, c'est au niveau de la durée. Quand tu as un feeling avec un mec, tu peux rester 5 heures avec lui ou tu sens qu'au bout d'un moment, il est cramé puis tu dis « je reviens demain ». Ça dépend de la personne que tu as en face. Ouais. Il y a des personnes qui ont une résistance et d'autres, bon, peut-être aussi à cause de l'âge et tout. Alors on s'adapte, évidemment. Moi, personnellement, je fais beaucoup attention aussi au contexte, donc je crois qu'on en parlait déjà hier. Et donc, non, mais même dans le micro-contexte, par exemple, si on est à la maison de la personne et la personne, on voit qu'elle est bien dans une certaine situation et puis les conditions changent, on sait qu'il faut faire attention à ça, parce qu'on risque de ne pas avoir les mêmes résultats. Je voulais dire par rapport à la durée,
une autre chose, bon, il y a la durée du moment qu'on passe avec une personne, mais il y a aussi, je pense qu'il y a un changement à ce moment dans l'anthropologie traditionnelle, on va dire. C'était les enquêtes de longue durée, donc de préférence, on passait une année dans la communauté, donc observation participante, on voit comment ça se passe au fil de saison, donc, parce que forcément ça ne va pas être tout à fait la même chose. Aujourd'hui, ça change, donc très souvent, ce sont les enquêtes de durée beaucoup plus courtes. Souvent aussi, il y a beaucoup d'anthropologie chez soi. Et donc, c'est pas du tout la même chose. C'est pas, on part et voilà, on passe une année quelque part dans une commune. Là, tu es chez toi, tu passes quelques heures à parler à quelqu'un et après tu reviens faire tes autres choses, tes affaires. Donc, je pense qu'il y a quand même ce changement qui est en train de se passer. Même la notion même de terrain en anthropologie, ça change quand même. Enfin, pas justement, ce n'est plus un terrain exotique où on part, on est complètement dépaysé et on essaye de faire l'exotique familier et le familier exotique, et comme voilà, dans la définition traditionnelle. Mais, bon, désolée, moi j'ai commencé par la question, mais peut-être vous non, oui. J'ai une question par rapport donc, au témoignage. Une réponse qu'il apporte, c'est oui ou non. Bon, moi j'ai fait un certain nombre d'enquêtes de domaine du français. Je mettrai oui ou non et connu. En fait, oui, il y en a certains qui sont pas. En fait, si tu veux, quand j'ai élaboré mon enquête, attends, elle est où? Parce qu'il y a des locuteurs qui ne diront jamais le mot, parce que quelque part, on le stigmatise comme étant régional, et non, eux, ils ne parlent pas. En fait l'enquête, elle est sur papier, elle est comme ça. Hein. Donc, est-ce que je monte à Neuchâtel, je le dis oui ou non. Mais quand on l'a expérimenté plusieurs fois, finalement, on part sur, disons, autre chose. On lui dit, ah ben, monter, descendre. Parce que si tu es chez toi et puis que tu dois aller à Brigue, comment est-ce que tu dirais? Puis lui, il dit spontanément, ben, je vais à Brigue. Puis après, je lui dis, mais ça, tu pourrais dire, je monte à Brigue. Puis lui, il me dit oui, non. Et après, de lui-même, le locuteur ou la locutrice, il me dit, mais je sais que les jeunes, ils disent comme ça. Ou je sais qu'il y en a qui disent comme ça, mais moi, je ne le dis pas. Et donc, c'est pris en compte. Et donc, c'est pris en compte. C'est pour ça que, oui, alors en effet, quand j'ai fait mon questionnaire, j'étais un peu naïve, je me suis dit, bah, il faut tout de suite savoir. Puis ça va régler. Mais en fait, en le faisant et refaisant, Ça peut être volontaire et involontaire. La personne peut dire non, je n'en peux pas. Et puis tout à coup, on l'entend. Ouais, c'est ça. Ça arrive aussi. Hein. Ils te disent jamais, oh non, mais je dis jamais monter, par exemple, et puis droit derrière, il y a la femme qui descend en bas, et puis il dit, ah, mais tu remontes juste en haut, et puis t'es là, bon, bah, alors tu dis quoi.